Amaury Bocco du service police-justice de CNews. Allez, Amaury, expliquez-nous donc ce que l'on sait ce soir sur ces accusations. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris pour détention d'images à caractère pédopornographique. Cette enquête qui a été ouverte ce samedi 18 février, elle vise encore une fois Pierre Palmade et elle fait suite au signalement d'un homme qui dit connaître personnellement le comédien après avoir participé à une soirée dans la nuit du 13 au 14 janvier. Lors de cette soirée, Pierre Palmade se serait vanté auprès de lui de pouvoir s'offrir des enfants de 7 à 9 ans pour avoir des relations sexuelles avec eux et lui aurait montré des vidéos pédopornographiques. Je rappelle que cette enquête, elle s'ajoute à 2 autres enquêtes. Une enquête ouverte pour détention et consommation de stupéfiants qui a été confiée à la brigade de recherche de Fontainebleau de la gendarmerie, puisque je rappelle que Pierre Palmade, lors de son accident, avait consommé des stupéfiants. Et puis, il s'ajoute encore à l'information judiciaire ouverte par le parquet de Melun pour les blessures et l'homicide involontaire, c'est-à-dire pour l'accident. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de cette information judiciaire que Pierre Palmade a été mis en examen vendredi dernier et assigné à résidence dans une unité médicale pour soigner son addiction avec obligation de porter un bracelet électronique. Le parquet de Melun avait demandé la détention provisoire de Pierre Palmade et a donc fait appel de cette décision. La chambre d'instruction de Paris devrait rendre une décision d'ici 2 mois pour décider si oui ou non Pierre Palmade ira en détention provisoire ou s'il continuera à se soigner dans une unité médicale avec son bracelet électronique. Merci pour toutes ces précisions. Commissaire Le Bars, on a une nouvelle couche de sordide, je le disais, qui s'ajoute au drame qui a été provoqué par cet accident. Il faut être prudent sur les déclarations de cet homme, pour l'instant, qui dit que Pierre Palmade a détenu des images de pédopornographie, aurait pu lui fournir des enfants. D'abord, il faut être plus que prudent, parce que c'est une accusation d'une personne qu'on ne connaît pas. Je ne vais pas faire des mauvaises comparaisons, mais il faut se rappeler qu'il y a quelques jours, il y a un individu qui prétendait être dans sa voiture qui n'y était pas. Donc, il faut faire très attention aux déclarations fantaisistes. Premier point. En revanche, deuxième point, la justice a quand même un minimum de lucidité, les services de police aussi. Je vois que la brigade des mineurs de Paris a été actionnée, c'est-à-dire qu'elle est saisie et qu'ont lieu des perquisitions. Donc s'il y a des perquisitions qui ont lieu, c'est que malgré tout, le témoignage ou qu'il y a des éléments qui nécessitent d'aller faire à minima une levée de doute, parce qu'on ne fait pas des perquisitions comme ça pour aller embêter les gens ou aller chercher une information farfelue. Sinon, on passerait notre vie en perquisition. À chaque fois qu'on recevrait des témoignages anonymes, je peux vous dire que c'est à peu près ce qu'on reçoit le plus dans les commissariats de police et qu'on sait faire le tri. Donc s'il y a perquisition et à Paris et dans son domicile du 77, c'est qu'il y a des éléments qui laissent à penser que ça serait crédible. Après, je vous dis, moi je suis policier, je crois profondément en la justice. On est dans une semaine où Pierre Palmade est dans l'œil du cyclone judiciaire sur plusieurs affaires. Une très médiatisée, et puis les autres, du coup, s'enchaînent. Ça, c'est des faits très graves, la détention d'images pédopornographiques, qui est encore plus grave. C'est ce que dénonce la personne qui prétend que, en plus, ça serait des images qu'il aurait lui-même obtenues dans des rencontres réelles. Donc, ça ne serait pas que du stockage d'images. Donc, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement sordide. Et moi, je ne vais pas, d'abord, parler dans le vide, parce que je fais toujours soin de jamais me renseigner sur les enquêtes et de ne pas charger plus que de raison ce qui se passe. C'est effectivement extrêmement sensible et extrêmement grave. Néanmoins, commissaire Le Bars, comment procèdent les enquêteurs dans ces cas-là, quand il y a un soupçon de détention d'images pédopornographiques? On va sur les ordinateurs, on cherche, mais ce sont des images qui sont bien cachées en général par ces prédateurs. Pas toujours. Vous savez, des gens pensent parfois, alors je ne vais pas donner des techniques dont heureusement on bénéficie. Non, bien sûr. Non, mais je vous demande comment ça se passe. En informatique, on peut faire maintenant avec la technologie, aussi bien du côté de la police que du côté des criminels, on peut faire beaucoup et récupérer beaucoup de choses. Évidemment, s'il y a des faits, et là, je vous dis, je déduis du fait qu'il y ait des perquisitions, qu'il y a sans doute des soupçons avérés, ils vont pouvoir saisir tout ce qui est support informatique, disque dur, ordinateur, téléphone, clé USB, tout ce qui est support de stockage, partout où il y a besoin, pas forcément d'ailleurs que dans le domicile ou le deuxième domicile de Pierre Palmade, ça peut être chez des personnes qui apparaissent dans l'enquête, donc tout ça c'est l'enquête qui le démontre. Et puis il y a évidemment la possibilité aussi de faire des réquisitions s'il y a eu des envois, parce qu'on peut faire disparaître des choses, mais on peut aussi laisser des traces dans des envois de mails, des réceptions de mails, des envois divers et variés. Donc en fonction des opérateurs, il y en a qui répondent plus ou moins vite, d'autres qui répondent pas, mais toutes les techniques d'enquête on les connaît parfaitement, il y a des services dédiés à ça, ils sont parfaitement spécialisés et ça va être fait à charge ou à décharge, et ensuite c'est la justice qui décidera. Et là, pour les enquêteurs, c'est une plongée au cœur de l'horreur, parce que ces images d'enfants violés et filmés, elles sont insoutenables pour les enquêteurs, qui travaillent parfois des jours et des jours entiers sur ces documents. Il y a pas pire,
J'ai le souvenir dans ma jeune carrière, au début de ma jeune carrière, je faisais des permanences et il y avait des permanences mixtes, c'est-à-dire que moi j'étais au STUP à l'époque, il y avait des permanences mineures. Et ces affaires-là, je ne les supportais pas à titre personnel. Les policiers, hommes, femmes, quel que soit leur grade, qui font ce métier-là, doivent être très équilibrés, avoir un grand recul, ne pas rentrer en violence, en rancœur, en appréhension au-delà de ce qu'il faut faire professionnellement avec l'auteur ou les victimes. C'est extrêmement difficile, c'est un métier extrêmement compliqué. Parce que ce sont des images insoutenables, on est d'accord. C'est insoutenable et en plus, figurez-vous, vous allez le deviner, mais qu'il faut les exploiter pour être capable de mettre ce qu'il y a besoin de mettre dans l'enquête. Donc en plus, il faut des gens pour les visionner, les mettre sous scellé. Donc c'est absolument horrible si c'est effectivement le cas et si c'est découvert dans ce type de dossier ou dans d'autres sur des affaires comme celle-là. Et encore un mot, ce sont des images qui viennent parfois du monde entier. Ces images de pédopornographie, elles sont produites parfois dans des pays, elles peuvent être produites en France malheureusement et dans le monde entier également. J'ai tout vu. J'ai vu dans ma carrière des dossiers où vous avez 40 000 images et vous n'en identifiez pas une seule. Vous ne savez pas d'où ça vient. Des stocks énormes qui circulent dans des flux dans ces réseaux-là. Et j'ai vu aussi des affaires avec des images parfaitement réelles venant du cercle proche, familial, sur des affaires sordides et je n'irai pas plus loin. Donc c'est là où on peut s'inquiéter de cette affaire et je ne souhaite vraiment rien d'autre que de s'expliquer avec la justice. Ça me regarde même pas, mais ce qui est dénoncé par la personne qu'on ne connaît pas et qui serait en lien avec la réalité, c'est-à-dire des rencontres et les images de ces rencontres, là, si c'est avéré, c'est très très grave pour Pierre Palmade. Mais encore une fois, c'est la justice qui le décidera. Docteur Loewenstein, vous êtes spécialiste en addiction. On peut passer d'une addiction à la drogue, à une addiction au sexe et à une addiction à la pédopornographie. Tout est lié. C'est possible ou c'est inenvisageable? Non. Je pense qu'on vit d'ailleurs sur ce mythe et légende, vous savez, de l'effet passerelle. Par exemple, qui fume du cannabis finit par s'injecter de l'héroïne. Ça, depuis 1978, on sait que c'est absolument pas le cas. Par contre, qu'il y ait des co-addictions, oui, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que l'on peut avoir, eh bien, déjà, cocaïne et alcool, c'est 90% des cas d'abus de cocaïne qui conduisent à des abus d'alcool, donc éventuellement une addiction à l'alcool. Après, qu'on ait par exemple l'addiction au jeu, beaucoup de joueurs de poker maintenant qui se retrouvent lorsqu'ils jouent au Texas Hold'em à consommer cigarettes et alcool pendant leur séance, surtout si elle est en ligne. Oui, il y a plus des co-addictions que des effets passerelles ou des glissements d'une addiction à l'autre, comme on voulait bien le raconter à une époque. D'accord, mais les barrières peuvent tomber les unes après les autres. La Avec barrière morale n'existe plus. De contrôle, si on reprend l'exemple de la conduite de véhicule, bien sûr, c'est l'inhibition est diminuée, la perception du risque également. Donc, on voit bien, je regardais les chiffres de la conduite en état d'ébriété en 2019, avant le Covid. Il y avait eu 87 000 condamnations cette année-là pour conduite en état d'ébriété, quels que soient les progrès d'information qui aient été faits. Je ne sais pas combien on intercepte de personnes avec les contrôles, 1 sur 10, 1 sur 100, on va peut-être dire 1 sur 10 en étant optimiste. Oui. 10 serait bien 1 million de contrôles par Bon, par an. donc on va peut-être dire, vous voyez, qu'il y a 900 000 personnes qui devraient perdre leur permis de conduire si elles continuent de conduire en état d'ébriété, parce que rappelons que l'alcool est la première cause de mortalité sur la route. Vous restez avec nous, docteur Loewenstein, le commissaire Le Bars. Je vous passe la parole dans un instant, maître Slama. On fait une petite pause, on se retrouve, on continue à évoquer cette affaire Pierre Palmade. On sera devant l'hôpital où il se trouve actuellement, dans un centre d'addictologie. À tout de suite. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque l'affaire Pierre Palmade avec cette troisième enquête qui a été ouverte, ces perquisitions en cours en ce moment dans sa maison de Célie-en-Bière. Il se serait vanté de pouvoir disposer d'enfants de 7 à 9 ans. Il aurait montré une vidéo de pédopornographie à un témoin qui a été interrogé par les policiers. Maître Dylan Slama, vous êtes avec nous, vous êtes avocat. Il faut prendre ces informations avec beaucoup de précaution. Néanmoins, on voit que la justice agit et enclenche des perquisitions. Et elle agit particulièrement rapidement. Moi, j'ai bien entendu ce que vous aviez dit, commissaire, tout à l'heure, et je me suis posé une ou deux questions. La première, c'est que vous avez expliqué le protocole et le processus par lequel
on sépare le bon grain de livret, si je puis dire, parmi les dizaines ou les centaines de lettres qu'on reçoit. La première question que je me pose, c'est est-ce que les enquêteurs auraient pu prendre le risque, je mets des guillemets, dans cette affaire ultra médiatisée, même avec une lettre ou avec un témoignage qu'on peut estimer non crédible, de ne rien faire? Moi, j'aurais tendance à en douter un petit peu au vu si vous voulez, de l'exemplarité que doit donner la justice, parce que là, elle se sait très observée. Et la deuxième chose qui m'étonne, et je ne sais pas si votre expérience serait similaire à celle que je peux avoir, mais c'est la rapidité également qui m'étonne beaucoup. Donc ces deux choses-là, la rapidité, c'est-à-dire des perquisitions 24 heures après, plus le fait que, est-ce que finalement, on n'essaie pas de faire un risque zéro dans cette affaire Palmade, je ne sais pas si votre expérience est similaire à la mienne, mais est-ce qu'il n'y a pas un traitement de défaveur, ou est-ce que la justice, dans ce cadre-là précis, moi c'est ce que je pense, n'est pas extrêmement rapide et ne prend aucun risque pour M. Palmade d'échapper à une quelconque enquête, alors que pour un autre, peut-être que la justice n'aurait pas été, voire n'aurait pas été aussi vite. Commissaire Le Bars. Maître a raison, il y a un point qui dessert Pierre Palmade, c'est qu'il est sous les feux de l'actualité, donc c'est difficile de se dire que c'est le bon grain de livret, premier point, mais surtout, c'est qu'il y a une personne qui a été entendue, qui n'est pas anonyme, et qui vient coucher sur des positions ce qui a été dit. Et du coup, ça enclenche l'enquête. Mais dans un cadre normal, les courriers anonymes et les choses farfelues, ça laisse le temps de voir s'il y a quelque chose à exploiter. On ne balance pas à la poubelle des déclarations anonymes par principe. Mais là, les feux de l'actualité, mais surtout la réalité d'un témoin qui vient ensuite et qui est entendu et qui couche son nom sur procès verbal, là, c'est évident que ça enclenche les perquisitions. Mais même si c'est sérieux, c'est pas aussi rapide normalement. Moi, c'est les deux choses qui me surprennent. Je rajouterais même une troisième chose, c'est le fait qu'on soit au courant quasiment en temps réel de ce qui se passe et qu'on voit les enquêteurs sortir avec les sacs. Mais en dehors de ce cadre médiatique, même la rapidité avec laquelle les choses sont faites, une déclaration est dans les 24 heures des perquisitions, il me semble, vous avez peut-être plus d'expérience que moi, mais qu'on voit ça quand même extrêmement rarement et qu'en général, les policiers et les enquêteurs, c'est pas une manque de motivation bien évidemment, mais manque de moyens, il y a des dizaines, des centaines de lettres, les dossiers sont pris les uns après les autres. Non, là, ce dossier-là, j'ai l'impression qu'il est vraiment mis au-dessus de la pile. Oui, mais je réponds à ça facilement. Affaire criminelle grave, c'est de la détention d'images à caractère pédopornographique liée à une rencontre réelle. En tout cas, c'est les faits que dénonce la personne qui témoigne. Donc ça veut dire que c'est des faits. Donc là, on est dans le haut du spectre. Oui, mais grave médiatique, c'est la question que je me pose. Saisie d'un service de police judiciaire spécialisé, brigade criminelle, et personnalité sensible et connue. Il y a aussi le risque, quand on n'agit pas très vite dans des affaires comme ça, que l'opinion publique se dise « mais c'est pas possible, il est protégé ». Regardez déjà la réaction de l'opinion publique sur le fait qu'il ne soit pas sous mandat de dépôt. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut aller très vite. Et il y a les services... Pour des raisons médiatiques. S'il y a des enfants qui sont concernés, ils peuvent être encore victimes actuellement, donc il faut les traiter vite, parce qu'on peut pas... Mais est-ce qu'on ne peut pas justement s'étonner de la rapidité avec laquelle les informations sur l'enquête sont diffusées? Parce que précisément, le fait que ce soit sous les feux de l'actualité, c'est aussi prendre le risque que dès que l'information est connue, des gens essayent d'aller détruire les preuves. Ça, c'est un gros souci quelle est la sanction théorique, au moins théorique, sur la violation du secret d'enquête quand ça vient de policiers qui sont pris la main dans le pot de confiture, je peux vous dire que les sanctions administratives et judiciaires sont très lourdes. Mais elles paraissent assez théoriques en l'état actuel des choses. Oui, mais elles ne le sont pas quand des policiers se font prendre la main dans le pot de confiture. Maintenant, le problème des fuites, c'est que ça peut venir des services de police, ça peut venir des services de la justice, j'accuse personne, mais malheureusement, dans une affaire comme celle-là, il y a des centaines de journalistes qui essayent d'avoir de l'info, puis parfois, il y en a qui sortent. C'est regrettable, effectivement, pour le secret de l'enquête, parce que quand des policiers arrivent à un endroit en perquisition, s'il y a déjà des journalistes, ça veut dire qu'il y a peut-être potentiellement d'autres gens qui ont pu y aller aussi avant. Et en même temps, c'est paradoxal de se dire... on agit vite pour rassurer l'opinion et donc médiatiquement, et en même temps il faut que ça soit secret. Vous voyez, il y a une espèce de contradiction dans les termes. Rassurer l'opinion médiatiquement et en même temps il faut que ce soit préservé. Je suis pas sûr que ça soit uniquement pour l'opinion. Non, je sais ce que disait monsieur le commissaire. Comme ça, il y a aussi éventuellement 2 enfants mineurs qui sont concernés et qui peuvent être violés tous les jours. Donc qu'on aille vite voir si effectivement c'est réel, parce que avec le téléphone, si effectivement Pierre Palmade l'a eu dans son téléphone, on va vite le retrouver. Ça m'a pas l'air d'être... Enfin, avec les techniques que la police, très très vite, on prend l'ensemble de ce qu'il y a dans le smartphone, et puis on sait... Après, il y a du travail, il faut... mais on sait faire... Il faut protéger ses enfants tout de suite. Non, bien sûr. Non, mais la personnalité de Pierre Palmade. Il faut protéger les enfants tout de suite. On s'entend, je ne regrette pas du tout la rapidité de la police et des enquêteurs. Bien au contraire, je m'étonne simplement du fait qu'on aille aussi vite et que dans d'autres dossiers, ça n'aille pas aussi rapidement. Alors, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'hôpital Brousse, où se trouve actuellement Pierre Palmade, dans un service d'addictologie. Et j'aurais besoin de votre expertise, Dr Loewenstein. On va d'abord voir avec nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini, en quoi consiste l'assignation de Pierre Palmade, qui n'a donc pas été placé en détention préventive. Régine. Concrètement, avec cette assignation à résidence, Pierre Palmade doit être à des heures fixées selon l'ordonnance validée par le juge des libertés et de la détention dans sa chambre ou à proximité de celle-ci. S'il a des heures libres qui lui sont autorisées, celles-ci ne peuvent pas être tracées, mais il doit rester impérativement dans l'hôpital.
Pierre Palmade se trouve au sein du service d'addictologie pour des soins en rapport avec son addiction à la drogue, des soins qui sont imposés par la justice car après l'accident, Pierre Palmade a été testé positif à la cocaïne mais aussi à la 3-MMC qui est une drogue de synthèse. Cette assignation à résidence pourrait évoluer puisque je vous rappelle que vendredi, Jean-Michel Bourlès, qui est le procureur de la République de Melun, avait requis la détention provisoire. À la suite de la décision du juge des libertés et de la détention, le parquet a fait immédiatement appel et cet appel doit être examiné sous 2 mois. On saura donc à l'issue si Pierre Palmade est placé en détention provisoire ou s'il reste sous contrôle judiciaire avec assignation ou pas dans un hôpital. Merci Régine Delfour, Jean-Laurent Constantini. Docteur Loewenstein, il subit un traitement là actuellement, Pierre Palmade ? Oui, très certainement, parce que l'atterrissage, entre guillemets, le retour à la réalité doit être particulier, encore plus dans la situation qu'on évoque, mais en général, après les périodes comme ça de speed et de consommation qu'on peut comparer à des marathons au sprint, il y a d'abord une descente quand la consommation s'arrête. Les Argentins ont une très bonne expression clinique pour ça. Ils disent se retrouver sur son lit, raide comme un bâton, à chercher la corde pour se pendre. C'est-à-dire d'une descente extraordinairement mortifère et qui est amorti plus ou moins parfois par l'alcool, les tranquillisants, etc. Ça a eu lieu évidemment. Puis après, il y a la période post-marathon, c'est-à-dire que les personnes qui ont consommé comme ça ont perdu des kilos, donc il faut les rénutrir, ne se sont pas hydratés correctement et évidemment une dette de sommeil énorme. Donc ça, c'est le premier temps de récupération. Le second temps, c'est celui où la personne n'a plus ses déficits, ses dettes énormes de sommeil et d'énergie, et doit faire face à de nouvelles minutes sans ce speed. C'est-à-dire que chaque minute, chaque heure est d'une lourdeur et d'une angoisse terrible. La perception du temps devient différente. Et comment revenir à l'équilibre d'un point de vue neuro-biopsychologique ? C'est à peu près le temps, on va dire, de l'hospitalisation, celui qu'on appelle du sevrage, avant de consolider ça pour éviter les relapses, c'est-à-dire les rechutes. Les rechutes qui sont fréquentes dans ces cas-là, évidemment. Oui. Là, on parle de Pierre Palmade. Il avait expliqué assez publiquement ses problèmes d'addiction. On peut avoir des addictions mêlées, des co-addictions, donc drogue, sexe, pornographie, tout mêlé dans le même cercle. Je ne veux évidemment pas m'exprimer sur un cas particulier d'un patient, mais donc entendez-le comme généralité. S'il y a bien une drogue qui conduit à des co-addictions, c'est la cocaïne. C'est-à-dire qu'il y a presque toujours une consommation d'alcool, parce que ça permet d'éviter trop de on-off et de boire beaucoup sans être dans le coma éthylique. Il y a les co-addictions avec les médicaments eux-mêmes, les benzodiazépines, les somnifères, pour pouvoir atterrir cette descente que j'évoquais. Souvent, une co-addiction tabac, parce que quelqu'un, même qui ne fume pas avec la cocaïne, va descendre 1 ou 2 paquets de cigarettes s'il consomme de la coke la nuit. Et puis après, il y a tout ce qui peut être entraîné par l'hyperactivité, l'hyperexcitabilité. Et là, on tombe évidemment dans la possibilité d'hyperactivité sexuelle et de ce qu'on appelle le chemsex. D'accord. La 3-MMC qu'évoquait Régine Delfour, c'est une drogue de synthèse qui est à l'heure actuelle la plus diffusée parce qu'elle coûte peu cher et qu'elle est très facile à obtenir. Il n'y a même pas besoin d'aller sur le darknet. Maintenant, il faut savoir ça, c'est que la difficulté que vous rencontrez, c'est que c'est pas aller simplement chercher quelque chose dans les cités, c'est que on peut se le faire délivrer à la maison rapidement. Commissaire Lebars, c'est un véritable problème pour les policiers, ces drogues qui sont plus qu'en vente libre, qui sont en livraison à domicile? Écoutez, je vais essayer d'être franc. Ça en serait pas un pour les policiers si les gens qui consomment ce que vient de décrire le docteur restaient chez eux, et ça serait qu'un problème de santé publique et ça serait pas un problème de répression ou de police. Le problème dans l'affaire, alors Palmade, mais moi, comme le médecin, je suis policier, en plus je juge pas Pierre Palmade, mais dans ces affaires-là au pluriel, ce qui est terrible, c'est quand il y a usage du véhicule. Et ce qui est terrible dans notre pays comme la France, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, qu'il y a un problème sur l'usage du véhicule. Quand vous êtes quelqu'un d'éduqué, que vous respectez les lois, le véhicule, c'est fait pour se déplacer. Ça peut éventuellement être du loisir si vous respectez les vitesses.
Le problème du véhicule, on le voit je vais donner 3 exemples, c'est dans les refus d'obtempérer, dans les rodéos, dans les conduites sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool, on a des gens qui finalement se servent de véhicules pour nuire aux autres, ou sans le faire exprès, mais dans un état qui fait que le véhicule devient une arme. Donc le sujet, c'est ces addictions-là, pour cet exemple-là. Et on le voit bien, côté justice, et ça fait l'objet du débat médiatique. C'est vrai que c'est jamais bon d'imaginer qu'il faille faire des lois ou réagir à coups de menton quand il y a des événements médiatiques, mais ça permet aussi de réfléchir. C'est qu'en France, le véhicule, finalement, suscite, alors je ne vais pas dire l'empathie ou la compréhension de la justice, mais en tout cas, n'est pas puni comme le serait un crime avec un fusil. Je vais prendre l'exemple d'un meurtre avec un fusil. Même s'il est involontaire, ça coûte plus cher que de le faire avec un véhicule. Il y a plein d'avocats, de juristes, de policiers, ou d'un chasseur, ou de plein de choses. Après, on va avoir le lobby des chasseurs sur le dos. Ils ne sont pas tous alcoolisés. Non, mais pour dire que l'homicide involontaire nous intéresse tous dans sa conception. Et qu'utiliser une arme comme un fusil en étant ivre quasiment dès le matin, c'est la même difficulté de conscience. C'est une arme, par destination. Et ce que les gens ne comprennent pas, et il y a une confusion aujourd'hui légitime, j'entendais aussi des échanges ce matin, la notion involontaire, c'est une notion importante du droit, parce qu'il y a 3 éléments moraux pour une infraction. Voilà. Une infraction, il doit y avoir un élément matériel, un élément légal, un élément moral. Personne ne va dire de Pierre Palmade qu'il a voulu tuer ou blesser gravement des gens. La question, c'est de garder la qualification involontaire dans une infraction, même si elle est criminelle, mais de considérer si les éléments qui l'entourent, à savoir la prise de drogue, n'est pas en elle-même le crime en se servant d'un véhicule, alors qu'on ne devrait même pas penser à rentrer dedans. D'ailleurs, y compris pour ceux qui ne l'empêchent pas de rentrer. C'est ça le débat qui est posé. Maître Slama, un petit mot. Alors petit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais je vais essayer on aura le temps après d'être rapide quand même. Mais vous avez dit déjà que c'est criminel, c'est délictuel, homicide involontaire. Ça peut surprendre, mais c'est délictuel. Après, ce que propose Gérald Darmanin, il propose beaucoup de choses, donc je ne vais peut-être pas réagir sur tout de suite, mais changer le nom d'un délit ou même d'un crime. Et créer un homicide routier. Oui, mais ça ne change rien. C'est du cosmétique, c'est de la politique, c'est de la communication, c'est réagir et faire de la politique finalement, mais c'est pas changer le droit. Allez, on y revient dans un instant. Je vous interromps, il est 18h30, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité et c'est Mathieu Deves qui nous le donne.